Le crépuscule s'étirait paresseusement sur les toits pentus de Pont-à-Mousson, baignant la petite ville lorraine d'une lumière mordorée. À l'intérieur des murs épais du château ducal, le silence était lourd, rompu seulement par le crépitement d'un feu de cheminée et les murmures étouffés des femmes rassemblées. L'air, malgré la saison printanière, était frais, imprégné d'une odeur de cire d'abeille et d'herbes médicinales. C'était l'année 1430, et dans l'une des chambres les plus somptueuses, une nouvelle âme luttait pour voir le jour. Isabelle de Lorraine, duchesse au port altier et au regard perçant, arpentait la pièce avec une impatience contenue. Ses mains fines, habituées à tenir les rênes du pouvoir, serraient et desserraient nerveusement. Son époux, René d'Anjou, le roi sans royaume, le duc et le comte au titre aussi nombreux qu'évanescents, étaient absents, comme souvent, pris dans les tourbillons incessants des intrigues et des guerres qui déchiraient l'Europe. Mais pour Isabelle, l'heure était à une autre bataille, celle de la vie. Un cri aigu, puis un second, plus ferme, traversa les tapisseries. Une servante s'élança, le visage rayonnant. « Une fille, madame, une princesse !» Isabelle s'approcha du berceau improvisé, son cœur de mère battant plus fort que celui de la régente. La petite créature blottie dans les langes de soie était minuscule, mais déjà, elle portait en elle une étincelle de la détermination de s'aligner. Marguerite, ainsi la nomma-t-on, fut élevée au milieu des splendeurs d'une cour qui, bien que parfois précaire, ne lésinait pas sur l'éducation de ses enfants. Le château résonnait des leçons de latin, des mélodies des luttes, des récits de chevalerie et des joutes poétiques. Les murs de pierre grise avaient été témoins de la naissance de troubadours et de rois, et la jeune Marguerite grandissait, imprégnée de cet héritage. Elle passait des heures dans la bibliothèque familiale, ses doigts effleurant les parchemins enluminés, se perdant dans les épopées de Charlemagne ou les romances arthuriennes. Son père, René, le bon roi René, était un mécène des arts, un homme cultivé et raffiné, dont l'influence intellectuelle était palpable. Mais c'était sa mère, Isabelle, qui incarnait la véritable force motrice de la famille. Duchesse de Lorraine, elle avait régné avec une poigne de fer, chevauchant à la tête de ses troupes, négociant avec les princes et les papes. Marguerite l'observait, absorbant chaque geste, chaque décision, chaque mot. Elle voyait en Isabelle non seulement une mère aimante, mais aussi un modèle de souveraine, une femme capable de naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique médiévale avec une élégance redoutable. Les domaines des Anjou étaient vastes, mais constamment menacés, disputés, perdus et regagnés. Cette instabilité chronique, loin d'affaiblir Marguerite, forgea en elle une conscience aiguë de la fragilité du pouvoir et de la nécessité de le défendre. Elle apprit que le droit divin n'était rien sans la force des armes et la subtilité de l'esprit. Son enfance, bien que princière, n'était pas une bulle d'insouciance. Les échos lointains des conflits dynastiques, les ambitions territoriales des voisins, les trahisons et les alliances éphémères parvenaient jusqu'à ses oreilles. Elle grandissait avec une curiosité éveillée pour le monde extérieur, une détermination naissante à comprendre ses mécanismes, et une fierté inébranlable pour la dignité royale qu'elle portait en elle. L'idéalisme romanesque des contes de chevalerie se mêlait, sans qu'elle le sût encore, à un pragmatisme politique qui allait devenir sa marque de fabrique. 15 années s'écoulèrent, portées par les vents de l'histoire. Les rumeurs de paix avec l'Angleterre, après des décennies de guerre, commencèrent à circuler, d'abord timidement, puis avec plus d'insistance. La jeune Marguerite, désormais une femme au trait fin et au regard intense, n'imaginait pas encore qu'elle serait la pièce maîtresse de ce fragile échafaudage diplomatique. C'était en 1445 que le destin frappa à sa porte, sous la forme d'un traité. Le traité de Tours, signé l'année précédente, avait scellé son avenir. Elle serait l'épouse d'Henri VI d'Angleterre, le jeune roi Lancastre. L'annonce, d'abord une source d'excitation et de rêve d'une nouvelle vie, se mua rapidement en une réalité complexe. L'Angleterre, l'ennemi héréditaire, la terre de la guerre de 100 ans, allait devenir sa nouvelle patrie. Le voyage fut long et éprouvant. Elle quitta les rives familières de la France, les visages aimants de sa famille, pour traverser la Manche, une mer réputée capricieuse et souvent hostile. Chaque vague qui frappait la coque du navire semblait porter les doutes et les appréhensions. À son arrivée sur les côtes anglaises, le contraste était saisissant. Les paysages, les coutumes, même le langage, tout lui paraissait étranger. Elle fut accueillie par une foule curieuse, mais aussi par les regards scrutateurs d'une noblesse anglaise méfiante, dont beaucoup avaient perdu des terres et des proches dans la guerre contre la France. Le mariage eut lieu à Titchfield Abbey, un lieu de solennité et de recueillement. Henri VI, son futur époux, apparut devant elle. Un homme jeune, au regard doux et pieux, presque éthéré. Il semblait plus à l'aise dans la prière et l'étude que dans les affaires de l'État. Il était le parfait contraste avec la figure de son père, le guerrier Henri V, et de sa mère, Isabelle, la régente intrépide. Marguerite, pleine d'espoir et de devoir, sentit une pointe d'inquiétude. Son cœur de princesse, nourri des idéaux de l'amour courtois, cherchait un roi chevaleresque, un protecteur vaillant. Elle trouvait un homme dont la piété confinait à l'effacement, dont la gentillesse masquait une fragilité qu'elle n'avait pas encore mesurée. Son couronnement à l'abbaye de Westminster fut un spectacle de faste inégalé. Les chants sacrés emplissaient la nef, l'encens montait en volute vers les voûtes gothiques, et la couronne, lourde de siècles d'histoire, fut posée sur sa tête. Mais sous l'éclat des joyaux et la richesse des brocarts, elle sentait les tensions sous-jacentes de la cour. Les murmures, les regards obliques, les sourires forcés des grandes dames et des puissants barons. Elle était une étrangère, une reine française, dont le mariage avait été payé au prix de la cession de territoires français à la couronne anglaise.
Un choc culturel et politique l'assaillait, la confrontant aux attentes d'une nation qui la voyait à la fois comme une promesse de paix et un symbole de défaite. L'enthousiasme de la jeune mariée se mêlait à une anxiété grandissante face à sa nouvelle vie et au rôle écrasant qui lui était dévolu. Elle était une reine, mais elle était aussi seule, au cœur d'un royaume divisé et potentiellement hostile. Les premières années de Marguerite en tant que reine furent une immersion brutale dans les arcanes de la politique anglaise. Elle s'adapta avec une rapidité déconcertante, son intelligence vive et son éducation française lui servant d'atouts précieux. Elle apprit l'anglais avec diligence, étudia les coutumes et les lois, et commença à comprendre les différentes factions qui déchiraient la cour. Le roi Henri, toujours pieux et bienveillant, se retirait de plus en plus des affaires d'État, laissant un vide que Marguerite, par nécessité et par tempérament, commença à combler. Son influence grandissait, notamment à travers le duc de Suffolk, Guillaume de la Pole, principal négociateur de son mariage et favori du roi. Suffolk, homme ambitieux et habile, devint son conseiller le plus proche. Mais cette montée en puissance de la reine et de son cercle d'influence ne tarda pas à attirer l'hostilité de certains nobles anglais, qui voyaient d'un mauvais œil une femme étrangère prendre les rênes du pouvoir. Les murmures se firent plus insistants, les regards plus noirs. Les pertes successives des possessions françaises, notamment le Maine et l'Anjou, qui avaient été promises à la France en échange du mariage et de la paix, furent imputées à Marguerite et à sa politique. On l'accusa de trahison, de faiblesse, d'être une marionnette des intérêts français. La cour devint un labyrinthe de complots et de jalousie. Chaque décision de la reine était scrutée, chaque parole pesée, chaque geste interprété. La pression pour produire un héritier mâle était immense, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Sans fils, sa position et celle de son époux, dont la légitimité était déjà contestée par la lignée yorkiste, serait encore plus précaire. Elle sentait la frustration et l'isolement l'envahir. Loin de sa famille, dans un pays où elle était perçue comme une intruse, elle se sentait souvent seule. Pourtant, une ferme résolution l'habitait. Elle devait comprendre et maîtriser les rouages de ce pouvoir anglais, non seulement pour sa survie, mais pour protéger son mari, si vulnérable, et sa propre position. Elle n'était pas venue en Angleterre pour être une reine décorative, mais pour régner. Et elle le ferait, coûte que coûte. L'année 1453 apporta à Marguerite à la fois la joie la plus intense et l'angoisse la plus profonde. Après 8 années de mariage, le royaume fut enfin béni par la naissance d'un héritier, Édouard de Westminster. La nouvelle fut accueillie par des cloches sonnant à la volée, des feux de joie et des célébrations dans tout le pays. Le poids de l'attente, les murmures sur sa stérilité, les doutes sur la légitimité de son union, tout cela semblait s'envoler avec les cris du nouveau-né. Marguerite tenait son fils dans ses bras, le cœur débordant d'un amour maternel inébranlable. Il était la preuve de son rôle, la garantie de la dynastie, l'espoir de l'avenir. Mais cette joie fut tragiquement éphémère. Quelques mois plus tard, le roi Henri VI fut frappé par une maladie mystérieuse qui le plongea dans un état catatonique. Il était incapable de parler, de bouger, de reconnaître quiconque, une ombre de lui-même. C'était le premier épisode de sa folie, une maladie mentale qui allait hanter le royaume pendant des années et ouvrir la voie à des ambitions rivales. Le trône d'Angleterre était vacant de facto, et le royaume plongea dans l'incertitude. Richard Plantagenet, duc d'York, le principal rival de la lignée Lancastre, saisit l'opportunité. Fort de son prestige militaire et de ses liens de sang avec la famille royale, il fut nommé protecteur du royaume par le Parlement. C'était un coup de poignard pour Marguerite. Elle voyait son autorité bafouée, l'avenir de son fils menacé. L'ombre de la maladie mentale planait sur le trône, et avec elle, la perspective d'une guerre civile. L'angoisse profonde et un sentiment d'urgence s'emparèrent d'elle. Elle était devenue une protectrice féroce, mue par son amour maternel et une détermination farouche à défendre les droits de son fils et de son mari contre les prétentions de York. Elle ne laisserait personne, pas même le plus puissant des ducs, lui arracher ce qui lui revenait de droit. Le royaume, elle le sentait, était au bord du gouffre. L'année 1455 marqua un point de non-retour. Les tensions entre les factions lancastriennes et yorkistes avaient atteint leur paroxysme, chaque camp renforçant ses alliances, aiguisant ses épées et préparant l'inévitable confrontation. Marguerite, désormais une stratège politique aguerrie, s'efforçait de contrecarrer les manœuvres de York. Elle usait de son influence, de son éloquence, de son réseau pour rallier les nobles fidèles à la cause lancastrienne. Elle savait que la survie de son fils, l'héritier légitime, dépendait de sa capacité à écarter Richard Plantagenet du pouvoir. Une atmosphère de tension palpable pesait sur l'Angleterre. Chaque rumeur, chaque déplacement de troupes, chaque rassemblement de nobles était interprété comme un signe avant-coureur de catastrophe. Les joutes verbales au Parlement avaient cédé la place au cliquetis des armures dans les cours des châteaux. Le royaume retenait son souffle, attendant l'étincelle qui allumerait l'incendie. Cette étincelle fut la première bataille de Saint-Alban, le 22 mai. Ce jour-là, la petite ville de Saint-Alban devint le théâtre du premier affrontement sanglant des guerres des Roses. Les armées lancastriennes et yorkistes se firent face, non pas sur un champ de bataille ouvert et préparé, mais dans les rues étroites de la ville. Les flèches sifflaient, les épées s'entrechoquaient, les cris des hommes emplissaient l'air. C'était une mêlée brutale, chaotique, un combat de rue impitoyable. Marguerite n'était pas sur le champ de bataille, mais elle en ressentait chaque coup, chaque perte. Le roi Henri VI, à la tête de ses troupes, fut blessé et capturé par les yorkistes. La nouvelle fut un coup terrible, mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Edmund Beaufort, duc de Somerset, l'un des plus fidèles et puissants partisans de la reine, fut tué.
Sa mort était une perte inestimable pour la cause lancastrienne, mais aussi un symbole de la brutalité qui allait désormais régner. La défaite fut cuisante, l'humiliation profonde. Pour Marguerite, c'était une trahison, une violence inacceptable. Son état psychologique était un mélange de colère froide et de détermination inébranlable. Elle avait vu son mari capturé, son allié le plus cher abattu. La violence du conflit politique s'était transformée en une guerre ouverte et brutale, et elle en était désormais au cœur. Elle accepta, sans hésitation, son rôle de commandante en chef de facto de la cause lancastrienne. Elle n'était plus seulement une reine, une mère, une épouse. Elle était une guerrière, prête à se battre jusqu'à son dernier souffle pour son fils et son trône. Le véritable siège sanglant de son existence venait de commencer, et elle était prête à y faire face, avec une amertume croissante face à la trahison et à la violence qui avaient envahi son monde. L'Angleterre était désormais un champ de bataille, et elle en serait la reine indomptable. Le sang séché sur les pavés de Saint-Alban n'avait pas encore été lavé par la pluie que Marguerite d'Anjou, la reine, se dressait déjà, plus résolue que jamais. La capture d'Henri, son époux, l'assassinat d'Edmund Beaufort, duc de Somerset, fidèle parmi les fidèles, avait déchiré le voile de l'illusion. Il n'y aurait plus de paix des braves, plus de compromis feutrés dans les antichambres royales. La guerre était déclarée, ouverte, implacable. Elle n'était plus une reine de cour, mais une stratège, une guerrière. Dès les premières lueurs de l'aube, au lendemain de la défaite, alors que les nouvelles sombres remontaient vers elle, Marguerite prit les rênes avec une autorité nouvelle. Son visage, bien que marqué par la fatigue et la douleur, était empreint d'une froide détermination. Henri, libéré par les Yorkistes mais mentalement affaibli et incapable de gouverner, avait été ramené à Londres sous une tutelle de fait. La reine savait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Sa première décision fut de déplacer la cour. Londres, avec sa populace versatile et ses marchands influençables, était devenue une ville incertaine, trop proche des Yorkistes. Les Midlands, en revanche, étaient son bastion de soutien, une terre plus rude, mais dont la noblesse et le peuple lui étaient plus fidèles. Le déménagement fut une entreprise colossale. Des chariots lourds, chargés de tapisseries, d'archives et d'objets précieux, s'étiraient sur les chemins boueux, escortés par des hommes d'armes aux armures ternies. La cour, jadis un lieu de faste et de cérémonial, se mua en un campement mobile, puis en un centre névralgique de résistance. Marguerite s'installa à Coventry, une ville fortifiée et prospère, dont les murs de pierre grise symbolisaient la solidité de sa résolution. Les corridors du château résonnaient désormais non plus des murmures des dames d'honneur, mais des cliquetis d'épées que l'on aiguisait, des ordres brefs des capitaines, et des voix rauques des messagers qui arrivaient de toutes parts, couverts de poussière et de nouvelles. Elle passa des journées entières à cheval, sillonnant les domaines de ses alliés, visitant les forteresses, inspectant les garnisons. Ses yeux clairs, jadis doux, avaient acquis une acuité nouvelle, scrutant chaque détail, chaque visage. Elle parlait aux hommes d'armes, aux paysans, aux bourgeois, leur insufflant sa propre flamme. Le pragmatisme froid de ses décisions se mêlait à une passion ardente pour la cause de son fils, pour la légitimité de son époux. Elle était mue par la nécessité de protéger son héritage, de défendre l'avenir d'Édouard, dont les petits doigts s'agrippaient à elle comme à un roc. Chaque nuit, avant de s'endormir, elle serrait son fils contre elle, son souffle chaud sur sa joue lui rappelant l'enjeu colossal de cette lutte. C'était dans l'adversité qu'elle forgeait son leadership, apprenant à commander, à inspirer, à punir, avec une détermination que personne n'aurait pu soupçonner chez la jeune princesse d'Anjou. L'air était lourd de suspicion, de préparatifs de guerre. Chaque décision était une manœuvre calculée pour renforcer sa position et celle de son fils. Les forgerons martelaient le fer nuit et jour, le son métallique résonnant à travers la campagne, un prélude sinistre aux batailles à venir. L'odeur âcre de la sueur, du cuir et de la poudre à canon commençait à imprégner l'atmosphère, annonçant l'imminence du conflit. 2 années s'écoulèrent ainsi, dans une tension latente. Le royaume était une poudrière, et chacun le savait. Pourtant, en 1458, une tentative désespérée de réconciliation fut orchestrée. La « Journée de l'amour », ainsi la nomma-t-on, devait se tenir à Londres. Henri VI, dans un de ses rares moments de lucidité ému par sa piété naturelle, avait eu l'idée de cette procession expiatoire, espérant que la foi et la prière pourraient apaiser les cœurs endurcis par la haine. Marguerite accueillit l'idée avec un scepticisme amer. Elle avait vu l'échec des traités, la vanité des serments. Comment des hommes qui avaient versé le sang de leurs rivaux pourraient-ils sincèrement se pardonner en une seule journée ? Elle pressentait la fragilité, l'artificialité de cette trêve. Néanmoins, elle se plia à la volonté de son époux, consciente de l'importance des apparences. Le jour dit, les grandes figures des deux factions défilèrent côte à côte, main dans la main, dans les rues pavées de Londres. York marchait avec Marguerite, et d'autres nobles lancastriens avec leurs homologues yorkistes. Les foules, curieuses et anxieuses, observaient ce spectacle étrange. Les bannières des maisons rivales flottaient ensemble, un tableau irréel. L'éclat des joyaux, la richesse des vêtements, le son des trompettes et des tambours cherchaient à masquer la réalité glaçante. La méfiance était palpable derrière chaque sourire forcé, chaque poignée de main contrainte. Marguerite sentait le regard de York sur elle, un mélange de déférence feinte et d'hostilité latente. Elle répondait par un sourire figé, son esprit déjà loin, analysant les failles de cette mascarade. La procession culmina par une messe solennelle à la cathédrale Saint-Paul, où les prières pour la paix s'élevèrent vers les voûtes séculaires. Mais sous les voûtes, l'écho des tambours de guerre, bien que symboliquement apaisé, continuait de résonner dans les esprits. Les serments furent prononcés, les pardons échangés, mais tout cela sonnait creux.
La journée s'acheva sans incident, mais sans véritable réconciliation non plus. Les rancœurs étaient trop profondes, les ambitions trop tenaces. Marguerite quitta Londres avec un sentiment de déception et d'amertume. L'échec de cette tentative de paix ne faisait que renforcer sa conviction, désormais inébranlable, que seule une victoire militaire décisive pourrait assurer la survie de sa dynastie. La paix ne serait pas donnée, elle serait conquise. Les yorkistes n'abandonneraient jamais leurs prétentions par la seule force des mots. Il faudrait le faire par la force des armes. L'année 1459 marqua la reprise inévitable des hostilités. Le calme précaire de la « journée de l'amour » s'effondra comme un château de cartes. Les armées se mobilisèrent à nouveau. Le premier affrontement majeur fut la bataille de Blore-Heath, où l'armée lancastrienne, sous le commandement de Lord Audley, remporta une victoire inattendue mais coûteuse. Marguerite, à Coventry, reçut la nouvelle avec un bref soupir de soulagement. Un espoir fugace, mais cette victoire fut éphémère. Quelques semaines plus tard, l'armée lancastrienne, affaiblie et démoralisée, fut confrontée à une force yorkiste supérieure en nombre à Ludford Bridge. Ce fut un désastre. Les troupes lancastriennes, minées par les désertions et le manque de cohésion, furent dispersées par les hommes de Warwick. La déroute fut totale. Marguerite, qui avait suivi l'armée à une distance prudente avec son fils, fut contrainte à la fuite. Le souvenir de cette nuit de fuite resta gravé en elle, une cicatrice jamais refermée. La pluie glaciale fouettait leurs visages alors qu'ils galopaient à travers la campagne, l'obscurité épaisse dissimulant à peine leur passage. Édouard, son petit prince, serré contre elle sur la selle, frissonnait de froid et de peur. Marguerite le protégeait de son corps, ses yeux cherchant désespérément un refuge dans le paysage hostile. Ils étaient traqués, des proscrits. Chaque bruit dans la nuit, chaque ombre dans les bois, chaque aboiement lointain de chien était une menace potentielle. Ils passèrent des jours et des nuits à fuir, d'abord vers le pays de Galles, où quelques fidèles tentèrent de les protéger, puis plus au nord, vers l'Écosse. Le voyage fut une épreuve physique et émotionnelle. La faim, le froid, la fatigue s'ajoutaient à l'humiliation profonde de la défaite et de l'exil. Marguerite, la reine d'Angleterre, se retrouvait à mendier l'hospitalité dans de modestes châteaux, à se cacher dans des chaumières, à vivre dans une précarité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais au fond de son être, une résilience farouche se renforçait. Elle puisait sa force dans l'amour inébranlable pour son fils. Il était sa raison de vivre, sa raison de se battre. Elle ne fléchirait pas, elle ne céderait pas. L'année 1460 s'ouvrit sur l'image d'une reine en exil, mais non vaincue. Réfugiée en Écosse, Marguerite s'installa à la cour de Stirling, auprès de Marie de Gueldre, la régente. L'atmosphère y était austère, le climat rigoureux, mais c'était un refuge, un havre de paix relatif après la tempête. Cependant, Marguerite n'était pas femme à se reposer sur ses lauriers. Son esprit stratégique, aiguisé par l'exil et les revers, ne cessait de chercher des solutions. Les négociations avec Marie de Gueldre furent ardues. L'Écosse était une alliée naturelle de la France et donc, potentiellement, des Lancastres, mais Marie était une souveraine pragmatique, soucieuse des intérêts de son propre royaume. Marguerite, vêtue de robe simple, mais portant toujours la dignité de sa lignée, fit preuve d'une éloquence et d'une ténacité remarquables. Elle promettait des concessions territoriales à la ville de Berwick, tant convoitée par les Écossais et des alliances futures. Elle parlait avec la ferveur d'une mère défendant son enfant, mais aussi avec la froide logique d'une femme d'État. Elle réussit finalement à obtenir le soutien de Marie, sous la forme de troupes et d'un prêt. Avec cette alliance en poche, Marguerite se tourna vers le nord de l'Angleterre, une région traditionnellement fidèle aux Lancastres. Elle leva une nouvelle armée, composée de nobles loyaux, de mercenaires écossais aguerris et de milices locales, souvent des hommes rudes et désespérés. Pour les attirer, Marguerite dut prendre une décision difficile, une décision qui allait lui coûter cher en termes de réputation. Elle promit à ses troupes le droit de piller les terres yorkistes. C'était une mesure désespérée, mais nécessaire pour motiver des hommes qui avaient tout perdu et n'avaient plus rien à perdre. Le nord devint un foyer d'agitation. Les bannières lancastriennes, ornées de la rose rouge, se déployaient à nouveau, portées par le vent glacial. Les chemins résonnaient des chants des soldats, des cris des sergents, du cliquetis des armes que l'on assemblait. L'odeur du feu de bois, de la viande rôtie et du vin grossier emplissait l'air. L'espoir et le désespoir se côtoyaient dans les campements. Marguerite, souvent à cheval, le regard fixé sur l'horizon, observait cette armée hétéroclite se former. Elle sentait en elle une audace renouvelée, une volonté de fer. Elle était prête à prendre des risques extrêmes pour reconquérir ce qui lui avait été enlevé. L'été de 1460 vit l'armée de Marguerite, forte de son nouvel élan, marcher vers le sud. L'objectif était clair, libérer Henri VI, toujours captif des Yorkistes à Londres, et restaurer la légitimité lancastrienne. Mais la route vers la capitale était semée d'embûches. L'affrontement eut lieu à Northampton, le 10 juillet. L'armée lancastrienne, positionnée derrière des fortifications improvisées, attendait les Yorkistes menés par le redoutable comte de Warwick. La bataille fut féroce, le chaos indescriptible. Les flèches pleuvaient, les cris de guerre résonnaient, les corps s'amoncelaient dans la boue et le sang. Marguerite, qui n'était pas directement sur le champ de bataille, mais non loin, ressentait chaque oscillation du combat, chaque cri de douleur. Puis vint la trahison. Lord Grey de Ruthyn, un des commandants lancastriens, ouvrit ses lignes, permettant aux Yorkistes de pénétrer au cœur des défenses. La surprise fut totale, la déroute inévitable. L'armée de Marguerite fut écrasée. Le roi Henri VI, qui avait été amené sur le champ de bataille par les Yorkistes pour sa valeur symbolique, fut de nouveau capturé, cette fois de manière plus directe et humiliante.
La nouvelle frappa Marguerite comme un coup de tonnerre. La consternation, la rage froide, l'angoisse déchirante pour le sort de son époux s'emparèrent d'elle. Elle avait échoué, de nouveau, il fallait fuir, immédiatement. Avec son fils, elle s'enfuit du champ de bataille, les sabots de leurs chevaux soulevant des nuages de poussière, les sons de la bataille mourant derrière eux. La fuite était désespérée, une course effrénée contre la capture. Les images de cette retraite forcée se bousculaient dans son esprit. La panique des soldats en déroute, les visages défaits de ses fidèles, la figure lointaine de son mari, devenu un pion entre les mains de ses ennemis. La défaite de Northampton n'était pas seulement une perte militaire, c'était une humiliation personnelle, une blessure profonde à son honneur. Alors qu'il galopait vers le nord, cherchant refuge loin de la fureur yorkiste, Marguerite sentait le véritable siège sanglant de son existence se refermer sur elle. Son amour pour Henri, son amour pour Édouard, sa détermination à défendre leur héritage, tout cela était assiégé par la violence, la trahison et la défaite. Mais loin de briser son esprit, cette épreuve ne fit que renforcer sa résolution. Une colère froide remplaça l'angoisse. Elle jurait de libérer son mari, de venger cette humiliation, de se battre jusqu'au dernier souffle. La reine d'Angleterre était devenue une lionne blessée, mais dont les crocs étaient désormais plus acérés que jamais. Alors que les derniers échos de la défaite de Northampton s'estompaient dans le lointain, emportés par le vent amer de l'automne 1460, Marguerite d'Anjou ne se laissa pas submerger par le désespoir. La fuite, le chaos, la capture renouvelée d'Henri, tout cela était un coup terrible, mais non fatal. Son âme, forgée dans le creuset des épreuves, refusait l'abdication. Son visage, bien que tiré par la fatigue et le chagrin, affichait une détermination farouche, presque inhumaine. Le nord de l'Angleterre, cette région sauvage et inhospitalière, allait devenir son dernier bastion, son refuge, et la matrice de sa revanche. Les routes étaient rudes, les nuits glaciales. Le jeune Édouard, son fils, s'agrippait à elle, ses petits doigts crispés sur le tissu de sa robe, son souffle court dans le froid mordant. Marguerite le serrait contre elle, le protégeant du vent cinglant et des regards curieux. Chaque pas de son cheval la rapprochait des terres septentrionales, où les barons lancastriens, souvent plus rudes et moins enclins au compromis que leurs homologues du Sud, gardaient leur loyauté intacte. Elle savait qu'elle y trouverait des hommes, des épées et une volonté de se battre. Dès son arrivée dans les domaines de ses fidèles, la reine se mit à l'œuvre avec une énergie fiévreuse. Les châteaux du Nord, sombres et massifs, transformés en quartiers généraux improvisés, résonnaient de ses ordres. Elle était partout à la fois, dans la grande salle où les seigneurs discutaient stratégie, dans la cour où les hommes d'armes s'entraînaient, et même dans les cuisines où elle veillait à ce que chacun ait sa ration. Son regard perçant balayait les rangs, cherchant à déceler la moindre hésitation, le moindre signe de faiblesse. La constitution d'une nouvelle armée était une tâche herculéenne. Les nobles du Nord, loyaux mais épuisés par des années de conflits, devaient être galvanisés. Les mercenaires écossais, aguerris et redoutables, mais voraces, devaient être payés et motivés. Les milices locales, souvent des paysans arrachés à leurs champs, devaient être formés et armés. Marguerite avait promis le pillage des terres yorkistes, une décision qui la rongeait, mais qu'elle jugeait nécessaire pour attirer et maintenir ses hommes. Elle voyait bien la lueur avide dans les yeux de certains, la brutalité qui grandissait en eux. Mais l'urgence était absolue, le siège sanglant de son pouvoir était total, et pour le briser, il fallait user des moyens les plus extrêmes. Dans le silence de la nuit, seule dans ses appartements, les flammes de la cheminée dansant sur les murs de pierre, Marguerite se penchait sur des cartes grossièrement dessinées, traçant des itinéraires, des positions. La rage contenue et la volonté de revanche brûlaient en elle comme un feu sombre. L'amour pour son mari, captif, et pour son fils, l'héritier légitime, se transformait en une force motrice implacable. Elle n'était plus la jeune épouse soumise, ni même la stratège prudente. Elle était devenue une commandante en chef, une lionne blessée, prête à déchirer quiconque menaçait sa progéniture. Son leadership militaire, sans précédent pour une femme de son époque, était une nécessité, une adaptation forcée à un monde qui refusait de lui laisser une autre voie. Elle parlait avec ses capitaines, leur insufflant sa propre confiance, sa conviction inébranlable. « Nous ne plierons pas », disait-elle d'une voix qui, bien que féminine, portait le poids de la royauté et la menace de l'acier. « Nous reprendrons ce qui nous a été volé. » Les jours raccourcissaient, l'hiver approchait, apportant avec lui des vents glaciaux et des cieux bas. Le mois de décembre 1460 déroula son tapis blanc sur les collines du Yorkshire. C'est dans ce paysage austère, près de la ville de Wakefield, que l'armée de Marguerite se prépara à affronter les Yorkistes. Richard, duc d'York, le rival éternel, avait imprudemment avancé vers le nord, sous-estimant la détermination de la reine et la force de son armée nouvellement rassemblée. La bataille de Wakefield fut un carnage. La neige, fraîchement tombée, allait bientôt être rougie par le sang. Le froid mordant engourdissait les membres, mais la haine et l'adrénaline réchauffaient les cœurs. Les cris des hommes, le choc des armes, le sifflement des flèches emplissaient l'air gelé. Marguerite, perchée sur une hauteur, observait le déroulement du combat, le cœur battant à tout rompre, mais le visage impassible. Elle avait mis en place un piège astucieux, utilisant le terrain et la confiance excessive de York à son avantage. L'armée lancastrienne, menée par des seigneurs comme Lord Clifford, réputé pour sa férocité, se jeta sur les Yorkistes avec une fureur déchaînée. La bataille fut brève et impitoyable. Richard, duc d'York, et son second fils, Edmond, comte de Rutland, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, furent pris dans la mêlée et tués. C'était une victoire éclatante, une revanche sanglante et décisive.
Les nouvelles de la mort de York parvinrent rapidement à Marguerite. Un triomphe amer, une satisfaction macabre, traversèrent son âme. L'homme qui avait osé contester la légitimité de son époux et de son fils, l'homme qui avait précipité le royaume dans la guerre, était tombé. La vengeance était accomplie, mais à quel prix? Les corps des vaincus, dont ceux du duc et de son fils, furent traités avec une brutalité inouïe. Leurs têtes furent coupées et exposées sur les portes d'York, celles de Richard ornées d'une couronne de papier. Cette cruauté, bien que courante à l'époque, était un point de non-retour dans l'escalade de la violence des guerres des roses. Marguerite comprit, avec une lucidité glaçante, que cette victoire ne ferait qu'attiser la haine yorkiste, promettant une riposte féroce, un cycle de violence sans fin. La neige, immaculée quelques heures plus tôt, était désormais tachée de pourpre, un symbole de la tache indélébile qui marquerait désormais la cause lancastrienne. Le silence qui suivit le tumulte de la bataille n'était pas celui de la paix, mais celui d'une attente sinistre. L'hiver s'écoula, lourd de présages. Au début de l'année 1461, Marguerite, galvanisée par la victoire de Wakefield et la mort de son principal ennemi, décida de marcher rapidement vers le sud. Son objectif était clair, libérer Henri VI et reprendre Londres. L'armée, en grande partie composée d'hommes du Nord et de mercenaires écossais, avançait à travers un pays hostile, laissant derrière elle une traînée de pillage et de destruction. La réputation de cruauté de ses troupes la précédait, semant la peur et la méfiance sur son passage. Le mois de février vit l'armée lancastrienne se heurter de nouveau aux forces yorkistes, cette fois menées par Warwick, le « faiseur de rois » près de Saint-Alban. La seconde bataille de Saint-Alban fut une épreuve de force, une lutte acharnée dans la boue et le froid. Marguerite, cette fois, était plus proche du cœur de l'action, son énergie se déversant dans le courage de ses hommes. Les Lancastriens, animés par la soif de vengeance et l'espoir de libérer leur roi, se battirent avec une fureur renouvelée. La victoire fut lancastrienne, Warwick fut défait et contraint de fuir. Le camp yorkiste, en déroute, abandonna le roi Henri VI, qui fut retrouvé par ses fidèles dans sa tente, assis sous un arbre, riant et chantant des hymnes. Le spectacle de son époux, libéré mais toujours en proie à sa maladie, fut un mélange de soulagement et de douleur pour Marguerite. Le moment des retrouvailles fut poignant. Henri, les yeux vides mais le sourire doux, se laissa embrasser par sa femme. Édouard, le jeune prince, se jeta dans les bras de son père, un mélange de joie et de confusion sur son visage. Pour Marguerite, c'était un bref moment de lumière, un espoir de restauration au milieu de la guerre incessante. Elle avait réussi, elle avait libéré son roi. Un immense soulagement l'envahit, mêlé à un regain d'espoir. La conviction que la chance avait enfin tourné en leur faveur renforçait sa foi dans la justesse de sa cause et sa capacité à diriger. Les cloches de la victoire sonnaient à travers la campagne, un chant éphémère d'un triomphe chèrement acquis. L'odeur de la poudre et du sang se mêlait à celle de la terre humide, mais pour l'instant, c'était l'odeur de la liberté. La route vers Londres était désormais ouverte. La capitale, à quelques jours de marche, attendait. Marguerite, le cœur gonflé d'un espoir nouveau, envisageait la marche triomphale, la restauration d'Henri sur son trône. Mais une ombre planait sur cette perspective. Ses troupes, les hommes du Nord et les mercenaires écossais, étaient indisciplinés, avides de pillage après leur victoire. Des rumeurs de violence et de destruction les précédaient, semant la terreur parmi les habitants de Londres. La reine hésita. Marcher sur Londres avec une armée qui risquait de mettre la ville à sac, c'était s'aliéner la population, les riches marchands, les artisans. C'était transformer une victoire en un désastre de relations publiques, alimenter la propagande yorkiste qui dépeignait Marguerite comme une reine cruelle, une étrangère entourée de barbares. La prudence, cette fois, l'emporta sur l'audace. Elle décida de ne pas entrer dans la capitale immédiatement, préférant temporiser, rassurer les Londoniens et laisser ses troupes se reposer et se réapprovisionner. Cette hésitation fut une erreur fatale. Pendant que Marguerite tergiversait, un autre Édouard, le fils aîné du duc d'York tué à Wakefield, Édouard Plantagenet, un jeune homme charismatique et militairement habile, ne perdit pas de temps. Il rallia les restes de l'armée de Warwick et, profitant de la peur et de l'incertitude qui régnait à Londres, marcha sur la capitale. Les portes lui furent ouvertes. Le 4 mars 1461, Édouard fut proclamé roi Édouard IV à Westminster. La nouvelle, tombée comme un coup près, frappa Marguerite de plein fouet. L'opportunité manquait, la porte de la victoire qui s'était refermée brusquement. Un sentiment de fatalité, d'une amertume écrasante, l'envahit. Son triomphe à Saint-Alban s'était transformé en une retraite forcée. Londres, la récompense de ses efforts, était tombée aux mains de l'ennemi. Frustration et dépit la tenaillèrent. La reconnaissance douloureuse que sa prudence excessive avait été une erreur, une brèche offerte à l'ennemi. Elle avait craint de passer pour une tyranne et elle avait perdu son trône. Il ne lui restait plus qu'à se retirer vers le nord, avec Henri et Édouard, le cœur lourd de regrets et de la certitude que cette guerre ne connaîtrait pas de fin rapide. Le vent froid de mars semblait murmurer des reproches, et chaque pas la ramenait plus loin de la victoire qu'elle avait crue si proche. Le mois de mars 1461 fut le plus sanglant de toutes les guerres des roses. Édouard IV, jeune roi au trône fraîchement conquis, ne laissa aucun répit aux Lancastriens. Il savait que sa couronne ne serait en sécurité que lorsque Marguerite et la cause lancastrienne seraient anéanties. Il marcha vers le nord avec une armée considérable, déterminée à en finir une fois pour toutes. L'affrontement eut lieu le 29 mars, près du village de Tauton, dans le Yorkshire. C'était le jour des rameaux, une fête religieuse qui allait être profanée par la plus grande boucherie jamais vue sur le sol anglais. La neige tombait dru, poussée par un vent glacial, transformant le champ de bataille en un enfer blanc et glacé.
Plus de 50 000 hommes s'affrontèrent dans une mêlée épouvantable qui dura une journée entière. Marguerite n'était pas présente sur le champ de bataille, ayant prudemment mis son fils à l'abri, mais elle en ressentait chaque coup, chaque cri, chaque mort comme si elle y était. Les récits qui lui parvinrent furent horribles. Les flèches des yorkistes, poussées par le vent, décimèrent les rangs lancastriens. La mêlée fut un bain de sang, les hommes glissant dans la boue gelée et le sang de leurs camarades. Les rivières se teignirent de rouge. Le glas sonnait pour une dynastie. L'armée lancastrienne fut écrasée, anéantie. Des milliers d'hommes périrent, tués au combat ou massacrés pendant la déroute. C'était une défaite catastrophique qui brisait, pour un temps, la cause lancastrienne. Marguerite reçut la nouvelle avec une douleur physique, un coup au ventre qui la laissa sans voix. Tout était perdu. Sa rage, sa détermination, son amour, tout avait été insuffisant face à la puissance d'Édouard IV et à la cruauté du destin. La fuite fut désespérée, une errance à travers un paysage de mort. Avec son fils, Édouard, et son époux, Henri, toujours aussi fragile, elle dut s'enfuir, traquée comme une bête sauvage. D'abord vers l'Écosse, où elle trouva un refuge précaire. Puis, réalisant que le soutien écossais était limité et que la menace yorkiste restait omniprésente, elle se résolut à l'exil en France. Le voyage fut une épreuve de plus, un chemin de croix. Les visages de ses fidèles, pleins de larmes et de désespoir, la hantèrent. Elle vit la misère, la défaite, la fin de tout ce pourquoi elle s'était battue. Le siège sanglant avait finalement eu raison de son amour dynastique, de ses espoirs, de ses rêves. Elle était brisée, mais son amour pour son fils, l'unique raison de sa survie, la poussait à continuer. Elle devait le protéger, coûte que coûte. Même dans la défaite la plus cuisante, même dans le désespoir le plus profond, une étincelle de résistance brûlait encore en elle. L'exil serait long, amer, mais elle ne renoncerait pas. Pas tant qu'Édouard vivrait. La mer grise qu'il traversait vers la France semblait refléter la couleur de son âme, une mer de deuil et d'incertitude. Le vent salé fouettait son visage, arrachant des larmes qui se mêlaient aux embruns. À ses côtés, Henri, son époux, était un fantôme, ses yeux vides fixés sur l'horizon, perdus dans les limbes de son esprit. Seul Édouard, son fils, sa raison d'être, son dernier espoir, s'accrochait à elle, petit îlot de chaleur dans l'océan glacial de sa défaite. Le souvenir de Toton, la défaite cuisante, les milliers de morts, la fuite éperdue, tout cela gravait des sillons profonds dans son cœur, des blessures qui ne se refermeraient jamais. Les années qui suivirent furent un long chemin de croix, une décennie d'exil et de mendicité royale, s'étirant de 1461 à 1470. Loin des splendeurs passées de la cour d'Angleterre, Marguerite découvrit l'amère réalité de la précarité. Elle arriva en France, sa terre natale, mais non pas en reine triomphante, mais en suppliante. Son père, René d'Anjou, le bon roi René, toujours plus poète et mécène que stratège, l'accueillit avec affection, mais ses propres trésors étaient aussi maigres que ses royaumes étaient évanescents. Les palais de sa jeunesse lui semblaient à présent étroits, les jardins, jadis lieux de rire et de jeu, emplis de fantômes silencieux. L'odeur des roses de son enfance se mêlait à la poussière de l'oubli. Marguerite passa des mois, puis des années, à sillonner les cours d'Europe, cherchant désespérément des fonds et des armées. Elle se présenta devant Louis XI, le roi araignée, souverain pragmatique et retors, dont les yeux perçants ne laissaient rien transparaître. Louis la recevait avec une politesse glaciale, écoutant ses plaidoiries passionnées avec un intérêt mesuré, pesant chaque mot, chaque promesse, à l'aune de ses propres intérêts. Pour lui, la reine déchue était une carte à jouer, une monnaie d'échange, mais pas une alliée prioritaire. Les armoiries des Lancastre, jadis symboles de puissance, lui apparaissaient comme des vestiges fanés. Les fonds versés étaient maigres, les promesses d'aide, souvent vagues et conditionnelles. Elle vécut dans des résidences modestes, parfois prêtées par des nobles compatissants, parfois de simples manoirs où le luxe d'antan n'était plus qu'un lointain écho. Les vêtements étaient usés, les repas frugaux, les serviteurs peu nombreux. La reine d'Angleterre, l'héritière de France, se retrouvait à compter les sous, à mendier des audiences, à subir l'indifférence des puissants et la curiosité condescendante des courtisans. Chaque refus, chaque promesse non tenue, chaque regard fuyant était une entaille à sa dignité, une piqûre d'épingle à son orgueil royal. Son état psychologique était un mélange paradoxal d'une résilience inébranlable et d'une lassitude profonde. La frustration face à l'impuissance la rongeait. Elle, qui avait su galvaniser des armées, commander des batailles, se retrouvait à quémander, à attendre, à voir le temps éroder lentement ses espoirs. Les jours se succédaient, longs et monotones, brisés seulement par l'arrivée d'un maigre message ou la perspective d'une nouvelle audience. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, le champ de bataille de Toton sous la neige rouge, le visage vide d'Henri, les cris étouffés de son fils pendant la fuite. Pourtant, un amour indéfectible brûlait en elle, une flamme inextinguible, l'amour pour Édouard. Il était l'incarnation de tout ce pourquoi elle se battait. Son sourire d'enfant, ses questions innocentes sur l'Angleterre, son désir ardent de retrouver son héritage, étaient le dernier rempart contre le désespoir. Elle lui enseignait l'histoire de sa lignée, les droits des Lancastre, la noblesse de sa cause. Elle lui racontait les contes de chevalerie, mais aussi les dures réalités de la politique, préparant ce jeune prince à un trône qu'il n'avait jamais connu. L'odeur de la cire des bougies dans les salles froides, le crépitement du feu dans la cheminée, le toucher rugueux des parchemins sur lesquels elle traçait des lettres, tout cela était le décor d'une existence précaire, mais d'une volonté de faire. Alors que les années d'exil s'éternisaient, la stupeur s'empara des cours d'Europe en 1470. Une rumeur incroyable, presque absurde, commença à circuler,
Puis se confirma. Richard Neville, le puissant comte de Warwick, le faiseur de rois, l'architecte de la déchéance lancastrienne, avait rompu avec Édouard IV. Le tour de force politique était d'une audace inouïe. Warwick, irrité par les choix matrimoniaux d'Édouard et son indépendance croissante, avait décidé de changer son allégeance, de renverser la table une fois de plus. Cette nouvelle frappa Marguerite comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Son ennemi le plus implacable, l'homme qui avait scellé le destin de son mari et de son fils, se présentait comme son allié. Une vague de méfiance, profonde et amère, l'envahit. Comment faire confiance à un homme aussi versatile, dont la loyauté était à géométrie variable? Les visages des morts de Saint-Alban et de Tothon lui revinrent en mémoire. Mais le pragmatisme, cette qualité qu'elle avait acquise au prix de tant de souffrances, l'emporta sur l'amertume. C'était une opportunité, la dernière peut-être, de restaurer sa dynastie. Les négociations furent tendues, menées sous l'égide de Louis XI, qui savourait ce revirement politique avec un plaisir non dissimulé. Marguerite et Warwick se rencontrèrent à Angers, dans le palais de son père René. L'atmosphère était électrique, chargée de non-dits et de rancœurs contenues. Le regard de Marguerite était perçant, scrutant chaque geste, chaque mot de Warwick. Elle ne lui pardonnait pas, mais elle était prête à le tolérer. L'accord fut scellé par un mariage. Non pas le sien, mais celui de son fils, Édouard, avec Anne Neville, la fille cadette de Warwick. Le jeune prince, à peine âgé de 17 ans, fut marié à la fille de son plus grand ennemi. Un mariage d'État, froid et calculé, où l'amour n'avait aucune place. Marguerite observa son fils, si jeune, si innocent, se plier à cette exigence politique. Une part d'elle-même se révoltait, mais une autre, plus froide, plus pragmatique, voyait dans cette alliance la seule voie possible. Elle mit de côté ses rancœurs personnelles, ses désirs de vengeance, pour le bien de la cause. C'était la dernière chance, la dernière carte à jouer. Un sentiment d'espoir renaissait, fragile et teinté de la méfiance envers un allié aussi versatile. L'odeur de l'encens, lors de la cérémonie de mariage, ne parvenait pas à masquer le relent de poudre et de sang qui imprégnait encore les robes des mariés. L'année 1471 s'annonçait comme celle du grand retour, l'année de la revanche. Forte de l'alliance avec Warwick et du soutien de Louis XI, Marguerite et son fils Édouard se préparèrent à traverser la Manche. L'Angleterre, qu'elle avait quittée dans la défaite, l'attendait de nouveau, mais cette fois, avec l'espoir d'une restauration. Warwick, en avance sur elle, avait déjà débarqué et, par un coup de force audacieux, avait réussi à chasser Édouard IV du trône, le forçant à fuir en Bourgogne. Henri VI, le roi fantôme, fut sorti de sa prison et replacé sur le trône, sa couronne trop lourde pour sa tête affaiblie. Marguerite, cependant, fut retardée par des tempêtes incessantes en mer. Chaque jour passé à attendre sur les côtes françaises était un jour de perdu, un jour où le vent pouvait tourner. Elle rongeait son frein, observant la mer houleuse avec une impatience fiévreuse. Quand elle débarqua enfin en Angleterre, le 14 avril, le destin avait déjà frappé. La nouvelle, portée par un messager épuisé, la frappa comme un coup de poignard. La bataille de Barnet avait eu lieu le même jour. Warwick, le faiseur de rois, son allié inattendu, avait été vaincu et tué par l'armée d'Édouard IV, qui avait réussi à revenir d'exil. Le choc fut immense. L'architecte de sa restauration était tombé. Les Yorkistes reprenaient l'avantage. Pourtant, Marguerite refusa de désespérer. Elle leva une nouvelle armée, composée de fidèles lancastriens et de restes des forces de Warwick. Son courage et sa détermination étaient inébranlables, même face à cette nouvelle adversité. Elle marcha vers l'ouest, cherchant à rallier des soutiens dans le pays de Galles. Mais Édouard IV, impitoyable et rapide, la poursuivait sans relâche. L'affrontement final eut lieu le 4 mai à Tewkesbury. C'était une journée ensoleillée, mais l'air était lourd de la fatalité. L'armée lancastrienne, épuisée par la marche forcée et démoralisée par la mort de Warwick, fut de nouveau écrasée. La dévastation de la bataille fut totale. Des milliers d'hommes périrent sur le champ de bataille, noyés dans les eaux de la rivière Severn ou massacrés pendant la fuite. Marguerite, cachée dans un bosquet, assista au dénouement tragique. Son cœur se serra d'une angoisse insupportable. Puis vint la nouvelle, la plus terrible de toutes, celle qui brisa son âme à jamais. Son fils, Édouard de Westminster, son unique enfant, l'héritier de tous ses espoirs, avait été tué. Les récits variaient, certains disaient qu'il était mort au combat, d'autres qu'il avait été assassiné après la bataille, froidement, par les frères d'Édouard IV, Clarence et Gloucester. Quoi qu'il en soit, son fils était parti. Une douleur déchirante, un désespoir absolu, s'emparèrent d'elle. Le monde s'effondra. La perte de son fils brisa son esprit combatif, laissant place à un vide immense, un silence assourdissant. Le siège sanglant de son existence avait finalement eu raison de son amour dynastique. Il n'y avait plus de cause, plus d'héritier, plus de raison de se battre. Les larmes, qui avaient été retenues pendant tant d'années, coulèrent à flots, amères et brûlantes. L'odeur du sang et de la mort imprégnait l'air, un linceul éternel pour son fils. Après Tewkesbury, la reine déchue fut capturée. Son existence, naguère tissée de pouvoir et d'ambition, se réduisit aux froides réalités de l'emprisonnement. Elle fut d'abord détenue dans la maison de Sir John Fortescue, son fidèle conseiller, lui-même prisonnier après la bataille. Puis, elle fut transférée dans diverses forteresses anglaises, des murs de pierre grise qui résonnaient du silence de sa solitude. Les noms de Wallingford, de Windsor, puis de la Tour de Londres, devinrent les jalons de sa captivité. Chaque château, avec ses douves sombres et ses tours menaçantes, était un rappel constant de sa défaite, un écho de la fin d'une ère.
Quelques jours seulement après la mort de son fils, une autre nouvelle, à peine moins dévastatrice, lui parvint. Henri VI, son époux, avait été assassiné dans la tour de Londres. La ligne royale lancastrienne était brisée, éteinte. Marguerite d'Anjou était la dernière survivante, une reine sans royaume, une mère sans enfant, une veuve sans époux. Le poids de cette solitude et de cet isolement était écrasant. Les murs de pierre de sa cellule semblaient se refermer sur elle, étouffant les derniers murmures d'espoir. Le froid de la pierre, le silence pesant, l'odeur de moisie et d'humidité, tout cela participait à son lent effondrement. Pendant ces années d'emprisonnement, de 1471 à 1475, Marguerite vécut dans un état de prostration, mais aussi avec une dignité résiduelle. Elle refusa de s'effondrer complètement, même si son cœur était brisé. Elle était une reine, et elle le resterait, même enchaînée. Elle se raccrochait aux souvenirs, au visage de ceux qu'elle avait aimés et perdus, aux moments de triomphe et de défaite. Son esprit vagabondait entre les cours de France et d'Angleterre, entre les champs de bataille et les chambres royales. Finalement, en 1475, après des années de négociations complexes, Louis XI de France, son cousin et jadis son protecteur réticent, accepta de payer sa rançon. Le traité de Picquigny, qui mettait fin à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, incluait une clause pour le rachat de Marguerite d'Anjou. Elle fut libérée contre une somme considérable, une rançon pour une reine, mais aussi pour les dernières illusions d'une dynastie. Elle quitta l'Angleterre, cette terre qui lui avait tout pris, avec un sentiment de défaite totale, mais aussi avec une étrange libération. Elle n'était plus une menace, plus un enjeu. Elle n'était plus qu'une femme, une reine déchue. Les dernières années de Marguerite d'Anjou s'écoulèrent dans une quiétude mélancolique, loin des tumultes du pouvoir et des fracas de la guerre. Elle s'était retirée dans ses terres natales d'Anjou, sous la protection de son père, René, puis, après la mort de celui-ci en 1472, sous celle de Louis XI. Le château de Dampierre, en Anjou, devint son dernier refuge. Les jardins, les vergers, les murs anciens, tout lui rappelait son enfance, une époque lointaine où l'avenir semblait illimité. Son existence était devenue celle d'une dame de haut rang, certes, mais sans les responsabilités ni les intrigues qui avaient jadis consumé sa vie. Elle lisait, priait, méditait. Les souvenirs de son passé glorieux et tragique la hantaient, comme des fantômes silencieux. Elle revoyait le visage de son père, celui de sa mère, l'image éthérée d'Henri, le sourire innocent d'Édouard. Chaque coucher de soleil sur les vignobles d'Anjou, chaque brise légère dans les feuilles des arbres, était une invitation à la réminiscence. La quiétude de sa vie était apaisée, mais teintée de regret, d'un sentiment d'inachevé. Elle ne cherchait plus à reconquérir un trône, ni à venger les siens. Sa force, jadis volcanique, s'était transformée en une forme de paix résignée. Elle avait combattu jusqu'au bout, avec une audace et une détermination rares pour une femme de son temps. Elle avait tout donné pour son amour dynastique, pour la survie de son fils. Elle avait échoué, mais elle avait échoué avec panache. Le 11 août 1482, le jour de son 52e anniversaire, Marguerite d'Anjou rendit son dernier souffle à Dampierre. Le soleil d'été baignait les pierres anciennes du château, les cigales chantaient dans les champs. Elle mourut entourée de quelques serviteurs fidèles, loin de la fureur des batailles et des intrigues de cour. Son corps fut inhumé dans la cathédrale d'Angers, aux côtés de ses parents, dans cette terre d'Anjou qu'elle n'aurait jamais dû quitter. L'héritage de Marguerite d'Anjou fut complexe et controversé. Pour ses ennemis, elle était la Louve de France, la reine cruelle et ambitieuse qui avait plongé l'Angleterre dans la guerre. Pour ses partisans, elle était la reine guerrière, la lionne qui avait défendu son fils et son trône avec une bravoure inégalée. Mais au-delà des jugements, elle laissait l'image d'une femme d'une force extraordinaire, d'une résilience hors du commun, qui avait osé défier les conventions de son époque pour se battre pour ce en quoi elle croyait. Son amour pour son fils, l'amour d'une mère pour son enfant, avait été le moteur de sa vie, le cœur de son combat. Le siège sanglant de son existence avait été une tragédie, mais il avait aussi révélé la grandeur d'une femme qui, face à l'adversité, n'avait jamais cessé de se battre. Son histoire, gravée dans le marbre des annales et le souvenir des hommes, était celle d'un amour né et perdu au milieu d'un siège sanglant, un amour qui, même dans la défaite, continuait de briller d'un éclat sombre et éternel.